Pourtant, il est tout neuf. Bon, c'est pas grave. Alors, pourquoi c'est de travers? Bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Florence Sueur au micro accompagnée de Philippe à la technique. Philippe est de retour, ça y est, youpi. Les vacances sont finies. En tout cas, merci de votre fidélité, que ce soit en vidéo live via Facebook, page bar de l'économie ou en web radio idfm98.fr ou alors tout simplement en FM 98.0. Et pour réécouter cette émission, eh bien connectez-vous sur la chaîne YouTube bar de l'économie. Comme d'habitude, le menu, eh bien oui, 5 minutes sur le Covid-19 avec notre expert toujours, le professeur Gilbert Deray, que l'on remercie, interviewé par Jean-Claude Durousseau. Et puis la lecture, bien sûr, du jour avec Dominique Flora. Ce sera un extrait de N'oublie pas que je t'aime de Jérôme Arnaud Wagner aux éditions Pocket. Et puis nos invités du jour, eh bien ce sera Yves Benchimol de la start-up WeWord, que souvenez-vous, nous l'avions reçu il y a quelques mois de ça. On va lui demander comment est perçu le confinement et avec cette start-up où on peut gagner de l'argent en courant, comment on fait tous ceux qui courent. Et puis ensuite, nous aurons l'avis de Moneyway, la start-up de Noémie Nico, car depuis aujourd'hui, justement, tout le monde peut faire du paiement sans contact jusqu'à 50 €. Mais tout de suite, bien sûr, comme d'habitude, les 5 minutes sur le Covid, spécial Covid-19. Pour comprendre le Covid, comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Professeur Gilbert Deray, bonjour. On va parler du post-Covid aujourd'hui. Alors, l'impact psychologique de ce post-Covid, quand il va falloir sortir du cocon, il va être énorme, cet impact psychologique. Oui, c'est absolument majeur. Évidemment, nous n'avons jamais connu, jamais de notre histoire française, un tel déluge et une telle catastrophe à la fois sanitaire mais également sociétale. Le fait d'avoir été enfermé pendant des semaines, ça à l'évidence génère un certain nombre de choses. J'espère que je ne vais pas en oublier parce que tout est dramatique. La première, c'est qu'attention, nous avons vécu ce confinement de façon tous extrêmement différente. Hein. Quand on est deux dans 100 mètres carrés ou 200 mètres carrés avec un grand jardin, ça n'a rien à voir avec des millions de personnes qui sont retrouvées enfermées dans des petites surfaces et sans accès à l'extérieur. Vous avez des femmes qui ont été violentées physiquement et psychologiquement. Vous avez des enfants qui ont été violentés physiquement et psychologiquement. Et puis, pour les enfants, on a dû fermer les écoles. Les écoles qui sont souvent l'endroit où pour ces enfants qui sont en situation de précarité, le repas du midi, c'est le seul repas de la journée ou le seul repas correct de la journée. C'est aussi l'école, un endroit où ils vont avoir de la bienveillance d'enseignants, la bienveillance de leurs copains ou de leurs copines, donc des heures où ils vont être en situation de sécurité et où ils vont pouvoir intellectuellement, psychologiquement être dans de bonnes conditions. Maintenant, vous avez également, à l'intérieur de ce confinement, d'autres types de conséquences. Imaginez les femmes enceintes. On sait que la grossesse, c'est un moment extrêmement important où l'enfant va, s'il est soumis à des stress beaucoup trop importants, avoir des problèmes pour toute sa vie. Ça aussi, c'est connu. Il y a eu des expériences grandeur nature à cause d'accidents naturels, hein, un tremblement de terre, un orage de glace au Canada, où on a été regarder après comment étaient les enfants des femmes enceintes. Eh bien, on sait que pour les femmes enceintes stressées, le développement des enfants psychologiquement n'a pas été normal, et même qu'ils ont fait des maladies chroniques quand ils étaient à l'âge adulte. Alors, on ne va pas affoler les femmes enceintes, ce que je suis en train de dire. C'est que pour les femmes qui sont enceintes pendant le confinement et dans le post-confinement, s'il vous plaît, il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on les câline, il faut qu'on leur parle, il faut qu'on fasse écouter de la musique à l'enfant. Oui, j'ai bien dit de la musique à l'enfant pendant la grossesse, il faut qu'on lui lise des livres pendant la grossesse. J'ai conscience que je dois être très humble et qu'il y a beaucoup d'endroits où tout ça n'est pas possible, mais j'insiste sur la fragilité d'un certain nombre de personnes. On pourrait comme ça faire un leitmotiv pendant des heures et des heures, tous ces patients qui étaient déjà déprimés avant et qu'on a confinés pendant des semaines. Les EHPAD, avec les personnes âgées, seules, la solitude, ça tue. Ne pas avoir la main de son enfant ou son petit-enfant sur la joue, ça tue. Ces visites qu'on a dû interdire pour protéger nos anciens qui sont souvent déjà dans des structures où il n'y a pas les moyens. Une nouvelle fois, je pourrais poursuivre comme ça pendant longtemps. Le confinement est une épreuve qui est difficile pour des millions de personnes. Donc au moment du déconfinement,
Premièrement, oui, la réouverture des écoles, c'est aussi pour protéger les enfants en situation de précarité. C'est pas juste pour leur apprendre la table de multiplication. C'est aussi pour qu'enfants aient le droit d'aller dire bonjour à nos anciens dans les EHPAD. Le contact visuel, eh bien, c'est déjà extrêmement important, car s'ils n'ont plus le désir de vivre, ils vont mourir. Et c'est aussi pour que chacun puisse essayer de retrouver une vie normale. Le post-confinement, c'est aussi les masques. On va avoir du mal à s'en procurer, donc beaucoup de gens vont faire leurs masques maison. Ils posent des questions sur la manière de faire les masques maison. Il faut une couche, 2 couches, 3 couches. S'il y a 3 couches, qu'est-ce qu'il faut dans la couche du milieu? Est-ce que les masques doivent être lavables à 65 degrés? Est-ce qu'il faut les repasser pour tuer définitivement le virus avant de les utiliser? Voilà, en 50 secondes, dites-nous tout sur les masques. Premièrement, c'est 3 couches de coton. On ne met rien au milieu et pas un sopalin, par exemple, parce que je l'ai entendu. C'est pas de couture au milieu. Il y a un site de l'AFNOR qui vous dit comment le faire. Mais je voudrais surtout dire que c'est pas si facile que ça à faire. Et j'ose espérer que les masques dits maison vont nous être fournis par le gouvernement qui est censé en fabriquer, car il faut qu'ils soient de très bonne qualité. Ils sont relativement efficaces s'ils sont de bonne qualité. Si on laisse chacun d'entre nous les faire à la maison, ils vont pas forcément être de bonne qualité. Oui, il faut les laver tous les jours à plus de 60 degrés. Et oui, il faut les repasser parce que le repassage, c'est 150 degrés. Et il ne suffit pas de les laisser pendant 2-3 jours pour que le virus soit tué. Rappelez-vous qu'il y a aussi des bactéries. Donc, je souhaiterais qu'on nous les fournisse et qu'ensuite on les lave tous les jours et qu'on les repasse. Merci. Voilà, vous avez bien entendu, si vous faites vos masques et si vous portez des masques en tissu, eh bien, il faut les laver tous les jours, c'est mieux. En tout cas, toute la radio remercie, un grand merci à Christian Bassot de French Icon qui a livré des masques pour tous les animateurs bénévoles de la radio et pour tous les salariés. Et justement, même en studio, vous voyez, nous en portons tous. Hommage aujourd'hui, on poursuit les infos bien sûr, hommage à Cécile Roll-Tanguy, grande figure de la résistance qui est partie le 8 mai 2020 à l'âge de 101 ans. Elle est partie juste le jour de la commémoration des 75 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie, le 8 mai bien sûr, en 1945. Son mari, le colonel Henri Roll-Tanguy, fut l'un des principaux acteurs de la libération de Paris. Elle était, elle, syndicaliste, résistante convaincue et n'avait peur de rien. Entrée dans la clandestinité en 1940, elle transportera des armes et des messages dans les landaux de ses enfants. Cécile Roll-Tanguy sera nommée grand officier de la Légion d'honneur en 2014. Autre hommage, cette fois-ci musical, c'est à Little Richard, pionnier américain du rock'n'roll mort à l'âge de 87 ans, annoncé par son fils dans le magazine Rolling Stone. Little Richard, de son vrai nom Richard Wayne Pennyman, est né en décembre 1932 à Macon en Géorgie, dans une famille pauvre. Son père le mettra à la porte car il était rebelle et handicapé par 2 jambes de longueur différente, ce qui ne va pas l'empêcher de mesurer 1,80 m. Il se fait repérer en 1947 par une chanteuse de gospel et commencera à chanter professionnellement dans des spectacles clandestins de drag queen. Au départ, sa chanson la plus connue, c'est bien sûr Tutti Frutti, qui évoquait le sexe entre hommes, mais le texte sera réécrit pour que la chanson puisse passer à la radio. Et puis, on retiendra également Good Golly, Miss Molly en 56, ou alors Lucille en 57, et Long Tall Sally en 56 aussi. Alors, samedi 9 mai, c'est donc avant-hier, le Sénat a adopté le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, puis ça a été revoté par l'Assemblée nationale. Le déconfinement, et oui, c'est bien aujourd'hui. Donc, voici un petit rappel de la réglementation des déplacements dans les transports. Donc, eh bien, nous avons le droit, sauf pour Mayotte et l'Île-de-France, où là nous restons rouges, nous avons le droit de nous déplacer dans un rayon de 100 km. Il faut retenir ce qu'ont dit les ministres qui accompagnaient Édouard Philippe dans ce discours de jeudi dernier. Donc, presque 26 000 morts en France depuis le 26 mars. La prime pour tous les personnels des EHPAD s'élèvera à 1 500 € dans les 33 départements où l'épidémie a été la plus forte et à 1 000 € ailleurs. Elle sera bien sûr défiscalisée et une prime sera également versée aux établissements chargés du handicap, a précisé le ministre Olivier Véran.
1 million d'élèves sont attendus en classe puisque 80 à 85% des 50 500 écoles de France ouvrent, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. 130 000 professeurs seront présents à partir d'aujourd'hui, mais beaucoup d'écoles pour les petites classes ouvrent leur centre de loisirs uniquement. L'accès au transport en commun en Île-de-France est réservé aux heures de pointe aux personnes détenant une attestation de leur employeur et puis ayant un masque. D'ailleurs, je vais vous rappeler ce que préconise la RATP. Les entreprises qui ont fermé pendant le confinement seront bien exonérées de charges pour tous les secteurs contraints donc à une fermeture administrative, a confirmé le ministre de l'économie. Et puis pour les plages et les lacs, eh bien, ce sera possible qu'au cas par cas. La règle générale reste la fermeture, mais le préfet de chaque région pourra autoriser les accès selon bien sûr les mesures, les taux de Covid dans chaque région de France, a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Donc je vous le disais, l'Assemblée nationale a adopté la prolongation de l'urgence sanitaire. C'était donc avant-hier, et ça c'est jusqu'au 10 juillet, avec pouvoir de verbalisation étendu aux agents des transports en commun, même si la règle générale reviendra à la liberté de circulation. Donc nous, citoyens, en nous promenant, nous n'avons plus à produire d'attestation pour sortir dans la rue. Mais attention, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun et dans les commerces qui rouvriront à partir de demain. Il faut donc pour tous respecter les gestes barrières. Le fameux système d'information concernant les personnes malades est bien mis en œuvre et leur entourage est autorisé pour une durée maximale d'1 an. Ce système est indépendant de la fameuse appli Stop Covid, je vous en ai déjà parlé il y a quelques jours. L'épidémie du coronavirus a fait hier 70 morts supplémentaires, mais on a remarqué de nouvelles zones qui n'avaient pas débuté l'épidémie. Voilà, ça c'est le bilan Covid. Alors, pour le département du Val d'Oise, 864 personnes étaient toujours hospitalisées au 5 mai, dont 75 en réanimation, donc toujours suite au Covid. Le nombre total de décès liés au coronavirus dans les hôpitaux du Val d'Oise s'élève à 600 depuis le début de l'épidémie, soit 48,1 décès pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale n'est que de 24 décès à l'hôpital pour 100 000 habitants. Voilà pourquoi le département du Val d'Oise reste en rouge dans l'Île-de-France. Alors maintenant, les mesures rappelées, le nouveau geste pacte voyageurs demandé par la RATP. Voilà ce qu'il faut pour les voyageurs. Il est demandé à la RATP de respecter les gestes barrières et notamment et surtout de porter un masque, de respecter la signalétique si possible de distanciation physique, de ne pas boire ou de ne pas manger pendant le temps de votre trajet, de signaler tout état de propreté ou de défaut de propreté aux agents qui sont sur place ou sur l'appli RATP. La RATP invite également chacun à acheter et à recharger à distance vos titres de transport grâce à l'appli RATP. Vous pouvez également acheter votre ticket de bus par SMS, voir les conditions sur ratp.fr. Vous pouvez aussi éviter de voyager aux heures de pointe, s'il vous plaît, et c'est pour faire vos courses notamment. Et puis, limitez vos déplacements malgré tout au strict nécessaire, de façon à privilégier les solutions de distanciation et de mobilité, puis essayer d'utiliser les mobilités alternatives. Voilà un petit peu. Alors, autre info du jour, je voulais vous parler du fait que la commission économique du Sénat, dirigée par Sophie Primas, accueille régulièrement des chefs d'entreprise. Et vous savez que nous sommes vous savez combien au bar de l'économie, nous défendons nos agriculteurs et puis une agriculture saine. Et voici ce qu'Emmanuel Faber, le nouveau PDG de Danone, a défendu la semaine dernière devant le Sénat. Eh bien, il a défendu un modèle économique plus résilient. Il a proposé et plaidé pour une redéfinition du modèle agricole alimentaire français et européen en identifiant plusieurs priorité. Pourquoi je vous en parle? Parce que nous avons fait un spécial avec un économiste sur l'agriculture et la priorité, c'est de redéfinir un pacte agricole sain. Et ça va être des discussions qui sont en cours au niveau de la Commission européenne. Alors, il a proposé d'intégrer de façon volontariste le coût de carbone dans l'évaluation du modèle productif, dans la performance des entreprises, dans la mesure du produit national brut, mais aussi dans la valeur des produits. Il a jugé qu'en France, ce que l'on paie ne correspond pas au coût réel de notre alimentation. Le mécanisme d'inclusion carbone, dit-il à l'étude au niveau européen, représente donc un outil
pertinent. En 2, il a défendu les opportunités offertes par la biodiversité cultivée en rappelant la préservation des espaces naturels sensibles et que cela pouvait être utilement complété par la création d'écosystèmes agricoles intégrés et articulés, favorisant la diversité des espèces et la captation du carbone. Et ça, c'est déjà mis en place dans certaines zones agricoles françaises. La qualité de l'héritage agricole et alimentaire français, remarquant que les consommateurs comme les entreprises reconnaissent de manière croissante la valeur du patrimoine local et donc un meilleur accès à des produits artisanaux et traditionnels, le recours croissant aux circuits courts, l'évolution des comportements d'achat et des modèles de distribution sera l'un des principaux moteurs de changement dans les années à venir. Le 4e point sur lequel Emmanuel Faber, le nouveau PDG de Danone, a insisté, c'est ne pas mettre toutes les boîtes dans le même panier pour la relance économique. On ne peut pas traiter de la même manière les très grandes entreprises qui ont des ressources et les plus petites qui risquent de mettre la clé sous la porte si elles ne bénéficient pas d'aide. Enfin, il a parlé du modèle agricole actuel. Pour lui, il est temps de revoir le modèle agroalimentaire qu'il juge plus tenable, engagé aux côtés de 80 autres dirigeants d'entreprises pour une reprise économique écologique. Il regrette que le schéma actuel soit évalué selon de mauvais critères qui ne favorisent pas la protection de l'environnement. L'utilisation de moins de pesticides risque de faire baisser le PNB. Et donc, nous devrions trouver d'autres modes de calcul, a-t-il dit, travailler sur d'autres types d'indicateurs qui tiennent compte de la captation carbone des sols. Dans la mesure où 60% de protéines utilisées notamment pour nourrir les animaux d'élevage sont importées aujourd'hui en Europe, il est possible d'aller vers une agriculture décarbonée en continuant. Il est impossible, d'aller vers une agriculture décarbonée en continuant sur cette lancée. En France, a-t-il dit, l'agriculture contribue autant que l'industrie au réchauffement climatique et cela ne peut pas durer. Il faut réinventer autre chose. On est au bout d'un certain modèle, a-t-il conclu. Toujours au niveau européen, Thierry Breton, le commissaire français, milite pour un plan européen de relance industrielle devant la Commission de l'industrie du Parlement. Il a identifié les 14 écosystèmes industriels que devra financer le futur fonds de relance européen. Il a estimé les besoins entre 1 500 et 2 000 milliards d'euros. Et puis, il a indiqué enfin qu'une tendance à la relocalisation s'imposait. Il ne s'agit pas de tout relocaliser, a-t-il dit, mais d'être plus stratégique en fonction de nos intérêts. Voilà, et les ministres de l'énergie européens ont également mis la transition énergétique au cœur du plan de relance. Enfin, dernière info du jour, les ministres de l'Intérieur européens échangent sur la levée des contrôles aux frontières intérieures et se sont accordés sur une levée graduelle et coordonnée des contrôles, notamment approuvant le principe de zones épidémiologiques similaires présentant des risques faibles. Ça veut dire que donc on va déconfiner au niveau de l'Europe par période et en indiquant bien sûr qu'il faut respecter les gestes barrières. Donc on attend maintenant la déclaration commune des États pour voir à quelle date on pourra de nouveau voyager en Europe. Voilà, c'est la fin des infos du jour. On va faire une petite pause musicale grâce à notre DJ Charlie et on revient tout de suite pour notre première interview avec Yves Benchimol de WeWard.
Bonjour Yves Benchimol, j'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce que... Allô? Oui, oui Yves, vous m'entendez? Bon, c'est parfait, on vous entend également. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de WeWard. Alors WeWard, vous étiez venu nous la présenter en studio il y a quelques mois. C'est une application pour les marcheurs. En fait, on se branche et plus on marche, plus on peut gagner de l'argent. C'est bien ça? Activité physique, donc la marche à pied, et donc l'application va compter vos pas, et plus vous allez marcher, plus vous allez gagner de l'argent sur l'application. Alors, le confinement a dû être pris pour une condamnation. Comment a marché votre application pendant le confinement? Effectivement, nous, on a remarqué dès les premiers jours du confinement une baisse drastique de l'activité physique des utilisateurs de WeWard qui représentent à peu près une part de la population française. Pour donner un chiffre, c'est 75% d'activité physique en moins pour les Français dès la première période du confinement. Donc nous, on a développé dans l'application des nouvelles fonctionnalités qui permettent en fait de récompenser les gens non seulement pour respecter les règles du gouvernement, c'est-à-dire rester à proximité de chez eux, donc dans un rayon de moins de 100 mètres. Et la deuxième chose qu'on a récompensée, c'est l'activité physique à domicile, donc donner des conseils santé pour que les gens puissent effectuer une activité physique à domicile et donc être récompensés pour cela. Donc finalement, vous avez réinventé un peu votre modèle économique. Donc l'appli, vous avez réécrit des lignes de code pour pouvoir faire tout ça, c'est ça? Absolument, absolument. Donc rapidement, en fait, toute l'équipe s'est mobilisée pour que l'application continue à faire sens. C'est-à-dire c'était plus logique de demander aux gens de marcher dans la rue et de découvrir des lieux à proximité. Mais par contre, ça faisait du sens de leur demander d'avoir une activité physique à domicile, même en période de confinement. Alors Yves Benchimol, je rappelle que vous êtes le cofondateur de WeWard. Vous avez mené une étude justement, et cette étude, vous dites que au départ, le confinement a été divisé par 8. Forcément, puisqu'on ne pouvait plus marcher, en tout cas qu'à 1 kilomètre autour de chez soi. Mais en même temps, vous dites que les Français ont retrouvé en confinement leur niveau de marche à pied habituel. Alors expliquez-nous un peu cette étude et tout ce qu'elle a pu montrer. Alors effectivement, on a réalisé une étude sur un petit peu comment les Français se sont comportés pendant ces 2 mois de confinement. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les premières semaines, baisse drastique de l'activité, donc les gens sont vraiment restés confinés et n'ont pas eu d'activité physique, c'est-à-dire qu'ils sont restés chez eux. Par contre, dès début avril, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens ont commencé à ressortir de chez eux, certes dans un périmètre très limité, donc vous en avez parlé, le périmètre des 1 km autour de chez soi, mais qu'en réalité, les gens ont continué à ressortir de chez eux et pratiquer une activité physique, c'est-à-dire se balader dans un rayon à proximité de chez eux. Donc on a remarqué que en fait, oui, les déplacements courts, c'est-à-dire de moins de 100 mètres, ont été multipliés par 8. Par contre, le nombre de pas que les gens effectuaient, c'est-à-dire les sorties que les gens effectuaient, pour le coup, il est revenu à la normale au cours du mois d'avril. Alors, est-ce que, Yves Benchimol, est-ce que beaucoup de personnes ont fait du sport chez eux? Est-ce qu'on peut dire comment ça s'est passé? Alors, chez eux ou autour de chez eux, oui. C'est le cas et on est revenu à des niveaux normaux avant le confinement. Donc ça, c'est sûr que c'est ce que nous, on a remarqué sur les utilisateurs de WeWard. Il faut comprendre que les utilisateurs de WeWard, c'est généralement une tranche d'âge entre 18 et 45 ans. Donc on ne parle pas de toute la population française, on parle bien d'une tranche d'âge prédéfinie. Mais oui, les gens ont repris une activité physique, donc soit à domicile avec des exercices qui peuvent être aussi bien que la corde à sauter, que du ménage un petit peu tonique. Mais on a beaucoup de gens qui ont commencé à ressortir de chez eux dans un rayon limité pour justement continuer à pratiquer une activité physique qui peut être soit de la course à pied, soit de la marche à pied. Alors, quelle est la moyenne des pas finalement faits par jour pour les Français? Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'évolution sur ces 2 mois de confinement? Seulement, la moyenne, c'est 5400 pas sur le territoire. Alors, ça dépend évidemment des départements et des arrondissements même à Paris, mais la moyenne française, c'est 5400 pas par jour, donc ça fait un peu moins de 5 km, sachant qu'il faut noter que l'Organisation mondiale de la santé recommande 10 000 pas par jour, donc on est quand même assez loin. Et donc, dès les 2 premières semaines du confinement, le nombre de pas quotidiens des Français est descendu à 2100. Donc, c'est quand même une baisse assez conséquente du nombre de pas. Pour remonter quasiment au niveau de la normale, on est arrivé autour de 5200, 5300 dès la fin avril. Donc, en fait, les gens, les premières de confinement, sont vraiment restés confinés sans avoir la moindre activité physique, puis ont commencé à reprendre doucement la marche à pied jusqu'à arriver à un niveau normal fin avril.
En tout cas, ce qu'on peut noter, Yves Benchimol, c'est que finalement, nous les Français, on ne marche pas assez. Si on ne marche, enfin là, on était confinés, c'est normal. Mais donc, même en temps hors confinement, on ne fait que 5500 pas en moyenne, nous les Français. Absolument. Alors, faut pas penser que la France est le pays où on marche loin de là. Donc nous, l'application est disponible qu'en France, donc je ne peux pas donner des données sur d'autres pays. Mais en tout cas, l'Organisation mondiale de la santé ne pointe pas du doigt la France comme un pays où les gens ne marchent pas. Cependant, si on regarde par rapport à ce qui est recommandé en termes d'activité physique, on reste quand même assez loin. Et donc je pense effectivement, et c'est tout l'intérêt de l'application, qu'il faut avoir une activité physique un peu plus développée parce que ça va avoir des conséquences très positives sur notre corps et notre santé mentale comme physique. Par exemple, on sait qu'un marcher 10 minutes par jour peut réduire de plus de 30% les risques de maladies cardiovasculaires. Ça va diminuer le diabète, ça va diminuer le cholestérol, c'est des choses qui sont importantes en tout cas pour notre santé physique et mentale. Alors du coup, on ne peut que conseiller à tout le monde, finalement, prenez un chien, ça vous oblige à marcher, et puis en même temps, ça permet de réfléchir, de regarder les oiseaux, d'observer la nature, non ? Bah absolument. En fait, la marche à pied, elle va avoir des bénéfices vraiment multiples. Donc, on parlait effectivement de la santé, et ça va avoir des bénéfices économiques parce que dans une période dans laquelle on est, ça va dynamiser, par exemple, des commerces, des centres-villes, parce que quand on marche, logiquement, on est exposé à une activité économique. Et ça va avoir aussi un bénéfice sur la mobilité. Il faut se rendre compte que la marche à pied reste le moyen de déplacement le plus écologique et le plus économique qui existe. Donc, ça peut avoir que des bénéfices. Yves Benchimol, alors finalement, quel est votre modèle à vous en tant que jeune entreprise ? Comment vous faites pour vous rémunérer en cette période de confinement ? Est-ce qu'il y a un risque pour vous ? Enfin, comment vous voyez l'avenir ? Alors nous, on a un modèle économique où en fait on travaille aussi bien avec des commerçants ou en fait aux personnes qui utilisent l'application, on appelle ça des piétons, on va leur recommander des lieux à proximité, ça peut être aussi bien un musée, un monument, un magasin, un restaurant. Donc effectivement, la plupart étaient fermés pendant cette période, mais ils reprennent doucement leur activité. Donc nous, on est rémunérés par ces lieux-là quand on va générer du trafic. Donc on va recommander à nos utilisateurs ce qui va leur générer en fait du chiffre d'affaires et nous, on va se commissionner sur ça. Mais sinon, on a aussi tout un espace publicitaire sur l'application pour différents acteurs qui ont envie de promouvoir leur service sur l'application. Donc, c'est un modèle de l'économie du numérique assez classique qui consiste à faire de la publicité sur une application mobile. En tout cas, merci beaucoup Yves Benchimol d'avoir été avec nous ce matin. Ce que j'aimerais bien, c'est que vous reveniez dans quelques mois avec une autre étude pour nous dire si les Français marchent plus. Et on sera ravis à l'automne peut-être de voir un peu comment a été l'évolution suite au déconfinement de toute cette période de pandémie jamais vue en fait. En tout cas, pour beaucoup de gens de nos générations, on n'avait jamais vu, on n'a jamais connu finalement une crise sanitaire de cette ampleur. Merci beaucoup. On va vous souhaiter une très belle journée et puis on espère vous retrouver très bientôt. Bonne journée. Je sais pas comment on fait, vas-y, tiens, c'est celui-là. Alors maintenant, il faut que je les pages. Tu vois, ça fonctionne bien comme ça. Bah ça va. Bah c'est nickel. Bah, alors si c'est nickel, c'est super. Attends, il faut que je trouve... Faut lire sur TDR, qu'est-ce que t'as après de J'ai une Moneyway. Tiens. Oh non, c'est Google ça. C'est pas grave. C'est bien les gars. Où sont mes feuilles? Il me manque des pages. Non. Au secours. Non, c'est pas ça. Tu m'as donné des feuilles. Là. Ah bah oui, elles sont là. Non, Je suis bête. Non, c'est... Oui, Noémie, bonjour, c'est François, pareil. C'est bon, on va pouvoir y aller dans quelques secondes. On peut parler dans la... Merci beaucoup, à tout de suite. On vous reprend au micro. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, Philippe. T'as tout notre temps. Bon, on y retourne.
Nous voici de retour au bar de l'économie sur EDFM Radio Anguin. Vous venez d'entendre toujours une musique proposée par notre DJ Charlie. Et merci à tous ceux qui nous envoient des petits messages ou des petites questions sur Facebook en direct qui suivent l'émission. Alors, deuxième interview du jour, comme prévu. Cette fois, c'est avec Noémie Nico, fondatrice de Moneyway. Bonjour Noémie Nico. Est-ce que tout va bien pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes contente de l'annonce de déconfinement? Dans nos méthodes de fonctionnement, parce que comme conseillé par le gouvernement, on va quand même rester en 100% en remote, mais ça se passe très bien, donc on est très content pour ça. Alors, Noémie Nico, vous avez eu la bonne idée de lancer Moneyway. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Et aujourd'hui, en fait, officiellement, tous les Français partout en France peuvent payer avec le sans contact jusqu'à 50 €. Pour certains, ça marchait déjà depuis la semaine dernière. Alors, expliquez-nous ce qu'est une néobanque. Alors, une néobanque, principalement, c'est une banque 100% mobile. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez réaliser l'intégralité de vos opérations bancaires depuis une application mobile et du coup, depuis votre téléphone. Et donc, vous avez lancé cette application il y a combien de temps maintenant? Comment officiellement, depuis quand est-elle lancée? Alors, pour la petite histoire, en fait, nous, on est 3 fondateurs. Donc, il y a Romain Vermeau, Benjamin Châtelain, issu de l'Epitech Strasbourg, et moi-même, issu de BSB. Et en fait, dans le cadre de nos études, on est parti à l'étranger, notamment en Angleterre et en Suède. Et on a découvert d'autres systèmes bancaires que ceux que nous connaissions en France. Et à notre tour, on s'est aperçu qu'effectivement, les systèmes bancaires avaient pris énormément de retard. Donc, on a décidé d'y remédier et de créer une nouvelle néobanque, une nouvelle génération, un nouveau service de paiement adapté à une communauté. Et c'est de cette réflexion que Moneyway voit le jour en janvier 2018. Donc, depuis 2018, en fait, c'était, on va dire, le temps de se mettre en route, puisque officiellement, vous ne vous êtes lancé qu'en 2019, et vous avez réussi une levée de fonds de 1 million €. Expliquez-nous un petit peu le processus entre la création et aujourd'hui, en 2020. Alors nous, on s'est vraiment basé sur ce qu'on appelle du lean marketing, donc c'est-à-dire qu'on a voulu vraiment intégrer l'utilisateur au centre de l'application en prenant en compte ses besoins, ses contraintes, ses motivations. Donc on a fait quoi? En juillet 2018, on a reçu nos accréditations auprès de l'ACPR et on a commencé à développer nos applications. En octobre 2018, on a proposé à une petite communauté qu'on a appelée des alpha-testeurs de tester notre application qui était presque vierge à l'époque et de leur demander, mais vous avez besoin de quoi pour gérer correctement votre argent et avoir les pleins pouvoirs sur votre argent? Et du coup, ils nous ont fait des retours. Ils nous ont dit, voilà, nous, on aimerait bien que vous insériez les virements, les extraits de compte, le fait qu'on puisse envoyer de l'argent entre utilisateurs de façon instantanée. Donc, on a fait, on a intégré les fonctionnalités demandées dans l'application. Et une fois que notre application était stable, on a sorti une première version publique en juin 2019. Et en parallèle, on a réussi à lever justement 1 million € avec des business angels et la BPI. Alors, il faut dire aussi, Noémie Nico, que Moneyway, même si le nom est anglais, c'est une application 100% française. Donc là, on fait cocorico finalement grâce à vous et à vos 2 associés d'avoir lancé ça. Mais finalement, ça s'est ouvert au grand public seulement en janvier 2020. Donc, ce que je note, c'est que, alors d'abord, vous êtes relié à Mastercard. Vous avez choisi Mastercard comme monnaie, comme carte. Exactement. Et donc, quel est votre modèle économique, puisque finalement, vous ne vous rémunérez pas pour le moment et les principales transactions sont gratuites avec Moneyway. Exactement. Donc, vous avez abordé plusieurs questions. Effectivement, comme vous l'avez bien dit, on est 100% français. Que ça soit de l'envoi de la carte à l'utilisation et à la création de l'application. Donc ça, c'était vraiment un challenge qu'on s'était fixé et même on est allé plus loin car quand on a créé Moneyway, on avait bien sûr l'envie de créer un nouveau service de paiement adapté à notre communauté, mais également on avait l'envie de créer une fintech en province. C'est pourquoi on s'est installé en Franche-Comté, plus précisément à Villers-le-Lac,
à 2 km de la frontière suisse. Donc ça, c'est vraiment un élément qui nous tenait à cœur. Donc comme vous l'avez dit, on est 100% français. Et la deuxième question que vous avez abordée, c'est oui, effectivement, comment on peut se rémunérer, car notre offre est totalement gratuite, ce qu'on propose actuellement. Et ça, c'est fait exprès parce qu'on voulait offrir un service de paiement adapté à tous, accessible et pratique. C'est pour ça que quand vous téléchargez l'application, vous pouvez gérer de façon autonome votre carte, vous pouvez envoyer de l'argent de façon instantanée, vous pouvez gérer vos dépenses comme vous le souhaitez, et ça gratuitement. On est en train de construire une communauté, et notre communauté nous dit, ben voilà, on aimerait bien vous rajouter telle ou telle fonctionnalité, et il y a certaines options, fonctionnalités que nous, plus tard, on va faire payer. Notamment, là, on a une grosse demande de cartes virtuelles à usage unique. Ensuite, on va mettre en place des cagnottes, l'épargne et pourquoi pas potentiellement des microcrédits. Alors, pour l'instant, vous vous rémunérez uniquement sur les retraits d'espèces, c'est ça, finalement? Alors oui, on ne se rémunère pas là-dessus parce que on ne majore pas au niveau de ça. On ne se rémunère pas du tout, c'est-à-dire que nous, on arrive à développer et à rémunérer nos collaborateurs via la levée de fonds et on se rémunérera ensuite via les options payantes. Alors, j'ai dit que votre carte était basée sur Mastercard, mais vous ouvrez à Visa, je suppose, et à Maestro aussi? Alors ça, c'est une option qu'on n'envisage pas maintenant parce que là, on est vraiment relié au réseau Mastercard, mais c'est une option qu'on envisage ultérieurement. Et donc, à quelle échéance est-ce qu'on peut estimer que vous allez ouvrir à d'autres réseaux que Mastercard? Donc, ça sera plus dans l'année 2021. Donc, pour l'année prochaine. Alors, expliquez-nous également, Noémie Nicot, puisque vous êtes une jeune entreprise, pour Monway, comment vous avez travaillé avec votre équipe de développeurs, et notamment en cette période de confinement. Est-ce que tout le monde est en télétravail? Qui va revenir finalement? Comment vous faites? Expliquez-nous. Alors, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, nos bureaux sont situés à Villers-le-Lac, donc qu'actuellement, on est une équipe de 20 personnes, mais que dans cette équipe, il n'y a que 4 francs-comtois. Donc, pourquoi il n'y a que 4 francs-comtois? Justement parce que on a beaucoup de talents qui viennent de Strasbourg, de Paris, de Montpellier, de Lyon. Et comment on fait fonctionner cette équipe? C'est-à-dire qu'on fait fonctionner avec du remote. On leur permet de travailler 50% de leur temps de travail en remote, donc en télétravail, et le reste du temps, ils sont dans leur ville natale, telles que Strasbourg, Lyon, etc. Et en fait, suite au confinement, on a juste passé ces 50% de télétravail en 100%, et étant donné qu'on avait déjà mis toutes les pratiques en place, les outils en place, ça n'a pas du tout été compliqué pour nous. Et comment on fonctionne? Donc, on est basé sur des méthodes agiles. Donc, c'est-à-dire qu'on fonctionne sous des objectifs de 3 mois, qu'on appelle des OKR. Dans ces objectifs de 3 mois, on instaure des missions à réaliser sur une période de 2 semaines pour chacun de nos collaborateurs. Nos collaborateurs peuvent venir quand ils veulent au travail, peuvent repartir quand ils veulent, tant que les objectifs sont atteints. Et tous les jours, on a ce qu'on appelle un petit meeting, un daily stand-up, et on suit l'avancée de chacun de nos collaborateurs pour savoir s'ils ont des bloquants, s'ils ont des choses à faire. Et ça leur permet d'avoir une certaine flexibilité au niveau de leurs horaires, parce qu'il y a des fois, il faut le dire, on n'a pas envie de travailler, on a des périodes de mou, puis il y a des fois, plus le soir, on a envie de travailler, on a envie de s'y mettre. Donc voilà, ils font comme ils veulent, tant que les objectifs sont atteints, et du coup, ça leur permet de vivre aussi le Covid comme ils l'entendent. Alors Noémie Nicot, je rappelle que vous êtes cofondatrice de Monway, mais ce qui est intéressant dans votre gestion des salariés, c'est ce que vous leur proposez quand ils viennent sur place. Expliquez un petit peu votre mode de fonctionnement. Exactement. Comme je vous l'ai dit, étant donné qu'on est en province, au début, on s'est un petit peu inquiété du recrutement. La question qui s'est posée, c'est comment faire venir des talents dans une région où il n'y a pas de moyens de transport. C'est vraiment la province. Je veux dire, il y a beaucoup de champs autour de nous. Du coup, on s'est dit comment on va faire. Donc, la première solution, dans un premier temps, c'était vraiment de proposer des challenges techniques hyper intéressant pour motiver ces talents. Et la deuxième, de dire, voilà, on sait que c'est compliqué de venir à Villers-le-Lac, donc on va proposer à chacun de nos collaborateurs
un appartement en colocation qu'on leur met à disposition. Donc quand ils viennent à Villars-le-Lac, ils ont juste à poser leurs valises et à venir travailler dans les bureaux. Ensuite, on leur propose également de payer l'intégralité des transports en commun, donc le train pour qu'ils viennent, etc. On leur offre également le matériel et on a quand même une ambiance relativement jeune et cool. Et comme je vous l'ai dit, les horaires flexibles sont extrêmement appréciés de nos talents et de nos collaborateurs. Alors donc je répète ce que vous venez de dire. Donc votre méthode de gestion, Noémie Nico, c'est quand les salariés viennent à Villars-le-Lac, eh bien vous leur offrez le transport, bien sûr, le logement et le matériel pour faire du sport s'ils ont envie. C'est bien ça? Exactement. Est-ce qu'ils demandent d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres demandes des salariés dans d'autres volets, d'aller, je sais pas, visiter des musées, de pouvoir louer une voiture pour aller, puisque vous êtes à 2 km de la frontière suisse? Alors non, parce que justement, ils s'arrangent entre eux. Les demandes qu'ils nous font, justement, parce qu'on a beaucoup de nos collaborateurs qui, en venant ici, se mettent au sport. Donc, vous pouvez faire à Villars-le-Lac du ski de fond, vous pouvez faire de la course à pied, du trail qu'on appelle, vous pouvez faire du ski de descente. Donc, c'est des activités qu'ils ont envie de découvrir parce qu'il n'y a pas tout le monde, tous nos collaborateurs qui connaissent. Donc, ils ont envie de découvrir et nous, en fait, étant donné qu'on connaît un peu mieux la région, on se fait réellement un plaisir de leur faire découvrir ces activités. Par exemple, quand on fait des séminaires, donc c'est pas obligatoire, mais on leur fait découvrir le ski alpin, le ski de fond, divers chemins pour aller courir. Et ça, c'est quelque chose qu'ils apprécient et ils sont encore demandeurs. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une méthode de gestion agile, j'imagine, comme vous l'avez dit justement tout à l'heure. Alors, si vous voulez bien, Noémie Nico, revenons un petit peu sur votre système de paiement, cette néobanque que vous venez de créer, donc sous le nom de Monway, qui est donc utilisable maintenant par le grand public depuis janvier 2020. Donc, est-ce qu'il y a un plafond de paiement par mois? Est-ce qu'il y a des plafonds de dépôt ou de retrait? Quelles sont les limites? Alors, les limites, donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, on propose une offre 100% gratuite, mais vous avez ce qu'on appelle des seuils qui sont quand même assez élargis. Par exemple, vous pouvez réaliser 100 retraits par mois, donc ce qui est quand même conséquent, sachant que notre cible actuelle est principalement les jeunes, la nouvelle génération Z. Et ensuite, effectivement, on a mis quelques seuils. Par exemple, vous pouvez réaliser ce qu'on appelle des top-up, donc recharger votre solde de Monway à hauteur de 300 € sur 24 heures. Les plafonds de retrait, par exemple, de façon journalière sont de 500 €, hebdomadaire de 1000 €. Vous n'avez pas de limite de virement. Et vous voulez dire l'intégralité des paiements par carte bancaire sont gratuits en zone euro. Après, vous avez des pourcentages de commission dans les autres, tels que hors zone euro ou à l'international. Quand vous parlez, il n'y a pas de limite de virement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire en montant ou en nombre? En montant et en nombre. Donc, on peut faire ce qu'on veut, en fait. Exactement. Alors, Noémie Nico, quel est votre objectif pour le futur? Alors, notre objectif, donc, c'est réellement de construire une communauté qui se sente à l'aise et qui puisse nous donner l'intégralité de leur motivation. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. On a une demande qui est assez fréquente qui nous dit, on aimerait bien avoir enfin une application pour les gauchers. Et nous, au début, avec l'ensemble de nos collaborateurs, étant pratiquement tous droitiers, on s'est dit, mais c'est vrai que c'est une idée quand même pas bête et on a besoin de nos utilisateurs pour nous donner des idées comme cela. Donc, c'est quelque chose qu'on a envie vraiment de partager avec nos utilisateurs et de créer pour justement créer la néobanque qui leur corresponde et pas juste mettre un produit sur le marché puis dire, on vous le vend comme ça et puis on ne fait pas attention à vos demandes et à vos besoins parce que c'est quand même les utilisateurs qui consomment le service et le produit et on a besoin d'entendre leur voix pour créer quelque chose en totale adéquation avec leurs besoins. Notre objectif, du coup, c'est vraiment créer cette communauté pour ensuite créer un produit qui soit en totale adéquation
avec leurs besoins. J'ai une petite question parce que moi, étant droitière également, qu'est-ce que ça veut dire une application pour gaucher? Puisque quand on a un téléphone, finalement, qu'on soit droitier ou gaucher, qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qu'ils vous demandent, les gauchers? Alors, c'est au niveau vraiment de l'ergonomie. Vous savez, quand vous tenez votre téléphone, soit vous allez avec votre pouce chercher le bouton à gauche. Quand vous êtes gaucher, avec votre pouce, vous allez chercher le bouton à droite. D'accord, donc vous allez proposer donc une application inversée finalement dans quelques temps. Non, c'est une des demandes, c'est pas la plus demandée, mais étant donné que c'est une des demandes, c'est quelque chose qu'on envisage pas dans l'année, mais prochainement. Donc peut-être en 2021, c'est ça? Alors les premiers objectifs pour 2020, quels sont-ils, Noémie Nico, pour Monway? Alors pour 2020, les objectifs ce qui nous est beaucoup demandé, comme je l'ai précisé, c'est les sous-comptes. Donc le fait d'avoir plusieurs comptes Monway, c'est les cartes virtuelles, c'est les cagnottes, c'est les extraits de compte. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont demandées par nos utilisateurs et du coup qu'on a inscrit dans ce qu'on appelle notre roadmap de l'année 2020 pour justement satisfaire nos utilisateurs. Et puis on a bien compris, donc l'objectif pour 2021, c'est d'étendre à d'autres cartes, par exemple Visa notamment, j'imagine. Oui. Alors pourquoi c'est si long de pouvoir travailler avec Visa? Parce que nous, on est agent prestataire de services de paiement et on travaille avec un agent justement qui lui est relié au réseau Mastercard. Et pour l'instant, étant relié à cet agent, on ne peut pas s'affilier au réseau Visa, par exemple. Donc il faut un peu plus de démarches administratives, c'est un peu plus long. Et du coup, on essaie dans un premier temps de se développer dans le réseau Mastercard pour ensuite élargir notre offre à plusieurs réseaux. Noémie Nico, merci beaucoup pour cet entretien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le futur? Eh bien, de réussir. Bien sûr. Et donc d'agrandir votre communauté, c'est ça? Exactement, d'agrandir notre communauté et que l'intégralité de nos utilisateurs soit satisfaits par notre service et notre produit. Donc l'important, c'est de vous faire connaître, j'imagine. Exactement, d'avoir de la visibilité, de la notoriété, que ça soit à l'échelle locale, parce qu'on y arrive très bien parce qu'on fait beaucoup d'événements, on participe à beaucoup d'éléments comme ça, mais également à l'échelle nationale. Et on le voit en ce moment, notre visibilité s'accroît de plus en plus et on en est très heureux. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, je rappelle à nos auditeurs que vous pourrez retrouver cet entretien sur notre nouvelle chaîne Bar de l'économie sur YouTube. Très bonne journée, Noémie Nico. Et puis, bon déconfinement à vous tous. Et puis, on vous souhaite bien sûr le meilleur pour votre entreprise. On va tout de suite, je vous invite à faire une pause musicale au Bar de l'économie, bien sûr, sur IDFM Radio Anguin. Faire 5 minutes et puis de la lecture, faire une pause. Ouais. Jusqu'à quelle heure je lis? Jusqu'à 57 en général. Voilà, sur IDFM Radio Anguin au Bar de l'économie, c'était une pause musicale proposée par notre DJ Charlie.
Et donc, bien voilà, ce sera comme ça maintenant un peu tous les jours. On va vous proposer des créations de notre DJ Charlie. D'ailleurs, tous ceux qui veulent nous proposer des créations, je vous l'ai déjà dit, eh bien, envoyez-nous vos propositions. Nous les passerons à l'antenne, bien sûr. Alors, c'est le moment de notre lecture du jour. Aujourd'hui, Dominique Flora est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors Dominique, vous avez choisi un livre de Jérôme Arnaud Wagner. Ça s'appelle « N'oublie pas que je t'aime » et c'est paru aux éditions Pocket. Pourquoi ce choix de livre ? C'est un livre qui m'a beaucoup touché. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une histoire qui est autobiographique. Jérôme Arnaud a écrit ce livre. C'est une histoire d'amour avec celle qui est devenue sa femme, qui s'appelle Emmanuelle. Et ce fut un véritable coup de foudre entre eux. En fait, de leur rencontre est née un soir une passion qui est hors du commun, mais malheureusement, le 20 novembre 2000, à 35 ans, Emmanuelle perd la vie suite à une erreur médicale et laissant son mari et leurs 2 petits-enfants désemparés. Et Jérôme Arnaud offre à sa femme le plus beau des hommages et entreprend de raconter leur histoire. Avec délicatesse et sensibilité, il nous prouve que l'amour peut être plus fort que la mort. Et donc, on va écouter donc cette déclaration d'amour finalement. Voilà, et donc on est à peu près au début du livre, c'est le 4e chapitre, et donc je vais vous en faire la lecture. Nous vivions ensemble dans notre duplex de la rue de Lille, une passion, un vrai amour romantique partagé. J'étais avec la plus sensible des femmes, une âme sœur comme je l'avais toujours rêvé. Notre vie était faite de surprises et de délicates attentions, de cette beauté d'amour absolu qui embellit tellement la vie lorsqu'il est là. Un jour, j'envoyais Emmanuelle sur son lieu de travail un gigantesque paquet blanc avec un ruban rouge, à l'intérieur des roses rouges et en un mot « Je t'aime, Arnaud ». Cela fit beaucoup jaser. Emmanuelle était un peu gênée devant les autres. Je crois que c'était la première fois qu'un tel rayon de soleil osait percer les murailles de ce sinistre établissement qui ne vivait que dans le secret, les chuchotements et les frottements de pas sur la moquette. Mais au fond, elle m'avoua avoir été très heureuse et très fière de mon geste. Un jour, elle me remit un poème qu'elle avait écrit avant notre rencontre et je me rendis compte à quel point c'était bien ce genre de surprise auquel elle n'avait pas eu droit jusqu'alors, qu'elle attendait de son prince charmant. Je vous livre ce poème d'Emmanuelle qui est d'une beauté céleste en espérant que nombre de femmes s'y retrouveront. Je voudrais qu'il me fasse rêver, qu'il me transporte dans un monde nouveau, qu'il me prenne dans ses bras par surprise, qu'il m'offre des regards d'enfant, qu'il me dise que je suis celle dont il a toujours rêvé en secret, qu'aucune autre n'a existé avant moi, que je suis la seule qu'il ait vraiment aimée, que je suis la plus belle, qu'il n'y a que moi au monde et qu'il m'offre des fleurs. Comme ça, sans raison. Je voudrais qu'il me dise « Je veux mourir d'amour pour toi, je voudrais quand je rentre trouver un mot d'amour », que comme ça, sans raison, il m'emmène en voyage, sur le sable, au soleil, loin de tout, loin d'ici. Je voudrais retrouver celui qui s'est montré un jour de grande tristesse, sous le palmier fragile, dans une bulle de cristal. Cet homme-là, je l'aimais, il était doux et tendre, il était comme un prince, il était magnifique, mais je devais rêver. J'ai dû voir un mirage, entendre des promesses. Tout ça n'était pas vrai, et moi je suis naïve, je n'ai rien vu venir, j'y ai cru comme une petite fille qui croit aux contes de fées. Mais voilà, j'y crois encore. Il existe, j'en suis sûr, je me suis simplement trompé. J'ai vu la forêt sans voir le château, et je me suis perdu. Maintenant, je le sais, que je n'ai plus peur du noir. Je vais la traverser, cette forêt touffue, et je vais le trouver, ce prince qui m'attend, cet homme plein d'amour, qui saura m'aimer, qui sera donné, qui, de mon baiser volé, me transportera dans un nouveau monde. Cette nouvelle vie d'amour, de partage et de bonheur, d'amour tout court, d'amour fou, d'amour vrai. Moi aussi, quelques années auparavant, j'avais pris le ciel qu'il m'envoie la femme de mes rêves, je m'en souviens. C'était la nuit sur la côte d'Azur, j'étais particulièrement désespéré ce jour-là et j'étais allé me promener sur la plage. Je m'étais juché sur les rochers devant les vagues qui venaient s'y fracasser et j'avais regardé le ciel étoilé. J'avais prié de toute mon âme que l'on m'envoie un ange. Avais-je été exaucé ou est-ce simplement la force de mon rêve fou d'amour qui avait fini par l'attirer vers moi ? Il régnait chez nous un tel bonheur, une telle lumière d'amour que même nos amis en étaient frappés. Certains étaient attirés en espérant repartir avec quelques paillettes, avec quelques poussières d'amour. D'autres étaient effrayés, car par contraste, notre complicité magique avec Emmanuelle et le feu de notre amour mettaient en évidence leurs différences
et la tiédeur de leur couple. Certains amis recherchaient dans notre compagnie, d'autres nous fuyaient comme aveuglés par trop de lumière. Je voulais la présenter à tous tellement j'étais fier d'elle, et j'invitais sans compter. Elle organisait des dîners exquis qu'elle préférait en petit comité, à 4 ou 6 maximum, où l'esthétisme se mêlait à la légèreté. Elle recouvrait la nappe de petites perles et l'éclairait par des bougies, afin que l'ambiance soit tamisée. Elle aimait la cuisine provençale, les côtelettes de Provence et tous les poissons et fruits de mer, le saumon avec des baies roses, les œufs de lynx, la raie, le tarama. Elle inventait des plats, comme le tartare de saumon sur des lits de légumes. Elle avait remarqué ce plat au Petit Poucet le premier soir où nous avions dîné ensemble, et c'était devenu notre plat fétiche, où la glace nappée de chocolat, son dessert favori. Un soir, un ami vint dîner chez nous pour nous annoncer son mariage prochain. À la fin du dîner, je le regardais, il était blême. « Et qu'as-tu donc ?» lui demandai-je. « Je me rends compte en vous regardant vivre que ce n'est pas la même harmonie avec celle que je vais épouser. Ne t'inquiète pas, lui dis-je. Emmanuel et moi, c'est un peu exceptionnel, nous ne sommes pas forcément une référence. Je sais qu'il repartit troublé, il est aujourd'hui divorcé. » Voilà pour ce passage, Florence, et je vous repasse la parole. Merci beaucoup Dominique d'avoir été avec nous pour cette magnifique lecture. On va rappeler ce livre. Donc si ça vous intéresse, eh bien procurez-vous N'oublie pas que je t'aime de Jérôme Arnaud Wagner, donc une déclaration d'amour à sa femme, malheureusement décédée à des suites d'un accident médical, et c'est aux éditions Pocket, tout simplement. On va se quitter en musique si vous voulez bien, et puis je vous retrouve bien sûr dès demain. En tout cas, je vous embrasse. Bon déconfinement, je sais que plein de personnes autour de moi ont prévu des apéros avec leurs copains, et vous avez bien raison, profitez-en. En tout cas, je vous embrasse tous, à demain.